Merci, professeur Prochian et compagnon, pour l'invitation, ainsi que Madame Surprenant pour l'organisation. Mon exposé s'inscrit dans le cadre posé par l'exposé de Pietro Corsi. Il s'agira simplement d'une note de bas de page à sa conférence et un préambule à l'exposé panoramique promis par Jean Gaillon, que je salue. Donc, sur l'origine des espèces et sa première réception, je vais me consacrer principalement sur la signification de l'année 1859 et j'ai sous-titré mon exposé, donc, ce que c'est que venir trop tard. En effet, pour nous, je commencerai par dire que le nom de Darwin est synonyme d'évolution. Or, je crois qu'on doit commencer par un rappel préalable. Il s'agit de dire que si les questions d'évolution sont présentes et font débat au Collège de France, c'est d'abord, on pourrait dire, grâce à un faux sens, dans la mesure où évolution signifie d'abord développement. Développement en embryologie, c'est ainsi qu'on le rencontre dans un mémoire soumis à l'Institut de France, à l'Académie des sciences, sur l'évolution des oiseaux en 1831. L'évolution des oiseaux, ça veut dire le développement embryologique des oiseaux. Et cette question donc de l'évolution au sens de développement, elle est mise en avant par la création en 1844 d'une chaire d'embryogénie comparée qui est attribuée à Victor Coste et qui intéressera au plus haut point Cuvier, qui reçoit Coste quelques semaines avant d'être emporté par le choléra en 1832. Cuvier, mais aussi le professeur Henri de Blainville, qui succède à Cuvier au Muséum d'histoire naturelle. Cette question du développement embryonnaire, elle est considérée comme étant, on pourrait dire, une des manières d'appuyer une théorie fixiste, et elle intervient donc dans les débats que Cuvier mène, notamment contre Geoffroy Saint-Hilaire, sur la question de l'unité de plan et de composition de l'organisation animale, ce qu'on a appelé la querelle des analogues. Donc l'embryologie comme évolution, certains ont pu appuyer qu'il y avait là une passerelle, en fait, qu'on pouvait passer de ce sens d'évolution embryologique à l'évolution telle qu'on l'entend avec Darwin. Ça ne sera pas mon propos aujourd'hui, même si vous verrez qu'on peut trouver quelques éléments en faveur de cette thèse. Alors que se passe-t-il au Collège de France et plus généralement, en fait, parce que c'est très difficile d'isoler le collège, dans le quadrilatère scientifique de l'époque, hein, avec donc le muséum, la faculté des sciences et puis l'Institut de France. Que se passe-t-il donc? Simplement juste pour donner la situation très rapidement sur les chaires d'histoire naturelle au Collège de France. On a vu donc avec l'exposé de M. Corsi que Cuvier succède à Daubenton en 1800, qu'il va être assisté par Jean-Claude de la Métrie pour la géologie. Il demande également, puisque Pietro l'a rappelé, il enseigne peu ou pas, il demande également des secours à différents botanistes, Augustin Pyramus de Candolle, Adolphe Brognard. Et à la mort de Cuvier, en fait, en 1832, le collège va diviser sa chaire en histoire naturelle des corps inorganiques, qui va être attribuée à Élie de Beaumont, et histoire naturelle des corps organisés, qui revient à Georges-Louis Duvernoy, un zoologue de Montbéliard très proche de Cuvier, et qui lui succède en 1837 contre de Blainville, qui a succédé lui à Cuvier au Muséum. Ce dédoublement de la chaire de Cuvier, donc, n'augmente pas le budget, car en fait, une chaire d'anatomie humaine, tenue jusqu'en 1832 par Antoine Portal, est laissée vacante, et donc officiellement supprimée par ce dédoublement, et c'est ça qu'en 1844, la création de la chaire d'embryogénie de Coste vient déranger, disons, dans l'équilibre budgétaire. En 1855, à la mort de Duvernoy, c'est Marie-Jean-Pierre Flourens qui lui succède, devenant donc le titulaire de la chaire Histoire naturelle des corps organisés, en plus de ses fonctions à l'Académie des sciences, dont il est membre depuis 1828, et à l'Académie française, où il a été élu triomphalement contre Victor Hugo en 1840. Voilà, ça c'était quelques rappels historiques pour poser le cadre. J'en viens au cœur donc de mon exposé. La première réception de l'origine des espèces, je pense, se passe en dehors du Collège de France, mais également plus généralement en dehors des cercles scientifiques officiels. Une première intention de traduire l'ouvrage vient d'un certain Pierre Talandier, professeur de français en exil en Angleterre, mais son projet n'est accepté par aucun éditeur.
Circule alors le nom de Louise Swanton Belloc pour traduire ce livre, mais c'est finalement une conférencière française exilée en Suisse, autodidacte au caractère détonnant, féministe, socialiste, libre penseuse vivant en union libre, Clémence Royer, qui publie sa traduction en 1862 sous un titre qui déjà s'éloigne de l'original anglais, puisqu'elle appelle son livre « L'origine des espèces », enfin son livre, le livre de Darwin, vous l'aurez compris, « L'origine des espèces, de l'origine des espèces ou des lois du progrès chez les êtres organisés », avec cette introduction du concept de progrès qui ne figure pas évidemment dans le titre original de Darwin. Mais pour Royer, cela n'est pas un problème, puisque comme elle l'expliquera, si elle traduit Darwin, ce n'est pas parce que Darwin montre au monde la vérité scientifique, c'est parce qu'elle retrouve dans les idées de Darwin des idées très proches de celles qu'elle exposait à Lausanne dans ses propres enseignements et conférences. Cette traduction, donc Royer, parue en 1862, place l'ouvrage de Darwin dans une lignée qui n'est guère académique, et pourtant elle sera lue comme telle, prise comme la traduction exacte des idées de l'auteur anglais. Le rôle de Royer a été particulièrement décrié, notamment dans une étude de 1974 par Yvette Conry sur l'introduction du darwinisme en France. Et ce livre, alors pionnier, cherchait à comprendre les conditions de l'impossibilité de l'introduction des idées de Darwin en France. Et Madame Conry, donc, dans son livre de 1974, énumérait les obstacles théoriques, les résistances idéologiques, et elle faisait jouer à Royer un rôle particulièrement néfaste dans cette affaire. Pourtant, comme le notait Jacques Roger dans un compte-rendu de 1976, si commode au premier abord que soit cette distinction entre science et idéologie, on aurait la science de Darwin, l'idéologie de Royer, et ça serait l'idéologie qui ferait obstacle à la pénétration des idées de Darwin en France, si commode que soit cette distinction, elle résiste mal à une analyse assez attentive, surtout lorsqu'il s'agit de la biologie du XIXe siècle, où l'on rejoint donc le propos de M. Corsi. Nous allons donc tout d'abord signaler qu'en un sens, à défaut d'un hypothétique darwinisme, en fait, dont le sens serait toujours à préciser, la persona scientifique même de Darwin, de Charles Darwin, elle, est très bien connue, très bien diffusée dans les cercles scientifiques français. Ce sera mon premier point. Plus qu'une différence entre science et idéologie, ce qu'il faut donc, c'est interroger la signification qu'a l'année 1859 du point de vue de l'histoire des sciences. Et pour cela, j'utiliserai donc comme fil conducteur le livre de Pierre Flourens, Examen du système de Darwin, qui paraît en 1864. Je le rappelle, donc Flourens, l'héritier de la chaire de Cuvier à partir de 1855. Or, il est frappant que pour les savants, ceux du Collège de France comme ceux de l'Académie des sciences ou du Muséum, Darwin vient trop tard. Alors c'est très étonnant pour nous puisque nous sommes accoutumés à penser que, au contraire, l'idée de Darwin était une idée nouvelle. Nous parlons d'une révolution darwinienne. Or, vu de 1862, de la traduction de Darwin, il n'y a pas de révolution darwinienne. Il y a une idée ancienne et dépassée, une idée réfutée, une idée qui vient trop tard. Donc, le premier élément ici concerne Darwin, sa présence dans les débats scientifiques de l'époque, et on voit alors que son nom n'est pas attaché à l'ouvrage nommé Origine des espèces, mais à ses travaux antérieurs. En 1859 a lieu en particulier, à l'Académie des sciences, un débat sur les îles Galapagos. Un débat dans lequel le nom de Darwin est bien sûr évoqué à plusieurs reprises en tant que l'auteur du voyage du Beagle. La question qui se pose dans ces débats est celle de la stabilité du globe. La faune des Galapagos est d'un caractère spécial. Le géologue Charles Lyell a fait observer qu'à très peu d'exceptions près, on ne rencontre dans aucun autre endroit du monde les oiseaux, les reptiles, les insectes, les plantes qui peuplent les Galapagos. Et de même, Henry Milne Edwards, de la Faculté des sciences de Paris, donc, pense que la faune de ces îles est toute particulière et qu'elle n'a pas pu provenir ni de la côte d'Amérique, ni des terres actuellement existantes autour de l'archipel. Alors d'où ces animaux, d'où ces plantes inconnues ont-ils pu tirer leur origine? Voilà, si vous voulez, le cadre du débat. Et pour penser ces questions, on va mobiliser des hypothèses géologiques. Pour Milne Edwards, ces îles, les Galapagos, sont des vestiges d'un ancien continent qui se serait affaissé et dont on ne voit plus que les principales saillies.
Et ce qui fait qu'il y a un débat en 1859 à l'Académie des sciences, c'est que l'amiral Abel Aubert du Petit-Thouars a combattu vigoureusement les hypothèses de Mine-Edwards dans ses observations faites aux îles Galapagos. Pour du Petit-Thouars, en 1859, donc, toutes ces îles sont des créations volcaniques récentes. Elles sont incandescentes, elles sont neuves, et donc elles témoignent non pas l'idée d'un affaissement, mais l'idée d'émergence de terres nouvelles, des soulèvements successifs de continents et d'îles. Or, on a de cette affaire un ensemble d'exemples, et en particulier qui tournent autour du cas jugé analogue des îles Mascareignes. Dans tous ces débats sur les soulèvements d'îles nouvelles, on cite d'abord peut-être les institutions de Justinien, qui montraient que ce cas de terre nouvelle n'est pas rare, puisqu'elles étaient prévues dès l'Antiquité. Mais on cite évidemment différentes sources géologiques. Les travaux de Delamétrie sur les Açores, les travaux de Humboldt sur les éruptions volcaniques, et surtout le dictionnaire classique d'histoire naturelle de Bory de Saint-Vincent, qui discute en une page très fameuse à l'époque, dans son article Création, un article Création dans un dictionnaire d'histoire naturelle, donc dans son article, l'origine de l'île Mascareigne et l'histoire de son peuplement floristique et faunistique. Les hommes, écrit Bory de Saint-Vincent, n'ont pas apporté avec eux ce dronte monstrueux qu'ils furent si étonnés d'y voir et dont ils exterminèrent la race. Donc, Bory ici, Bory de Saint-Vincent, et c'est un texte qui était très bien connu par Darwin, puisque le dictionnaire d'histoire naturelle faisait partie de la bibliothèque du Beagle, eh bien, Bory de Saint-Vincent défend l'idée de création continuelle. Création continuelle. Il est impossible pour tout bon esprit de ne point admettre donc ces créations continuelles, ces créations spontanées qui existent chaque fois que les éléments se trouvent réunis. Donc, un débat sur les Galapagos, leur origine géologique et l'origine des formes vivantes, dans lequel la référence à Darwin est constamment citée dans les cercles académiques qui constituent, on pourrait dire, l'élite professionnelle de la science à Paris. Il y a bien une actualité de Darwin, mais du Darwin voyageur, géologue, naturaliste au sens de découvreur d'espèces. On peut dire que ce Darwin français est pris dans l'ombre de Bory de Saint-Vincent et les critiques du Petit-Thouars adressées à Milne-Edwards. Premier point. Deuxième point, si Darwin représente une idée ancienne et dépassée, en tout cas pour ce qui concerne l'origine des espèces, c'est donc pour d'autres raisons. On en a un aperçu de ces raisons dans le texte du botaniste Antoine Laurent Apollinaire Fay, le botaniste Fay, donc il s'appelle F-E-E, qui publie dans la Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie un texte critique de Darwin qui commence de la sorte. Ce système savamment développé, mais trop absolu dans ses conclusions, donc le système de l'origine des espèces, cherche à établir quoi ? Qu'il n'existe pour le règne animal et pour le règne végétal que 3 ou 4 types, encore pourrait-il bien se faire qu'il n'y en eût qu'un seul. Donc on retrouve encore l'idée de l'origine de la vie et des prototypes initialement présents avant l'évolution. Ce n'est pas la question de l'évolution qui frappe d'abord les esprits, c'est l'idée des prototypes originaux. Le succès de Darwin, selon Fay, tient à sa radicalité et il le compare à Rétif de la Bretonne, à la découverte australe, comme ayant soutenu la même thèse. Quelle est la thèse de Darwin, donc, et de Rétif de la Bretonne ? Un seul animal et un seul végétal à l'origine de toutes les formes vivantes connues aujourd'hui. Donc Fay ne place pas du tout au fondement du darwinisme la sélection naturelle des variations. Pour lui, ce qui importe, c'est la reconduction de toutes les formes à un ou quelques prototypes. Darwin est compris par Fay comme un des tenants des centres de création, avec des créations de type localisé. On n'a donc pas tout à fait quitté Bory de Saint-Vincent et les Mascareignes. Cette critique est-elle le fait d'un auteur mineur ? En réalité, on trouve exactement le même type d'argument chez le professeur Flourens du Collège de France. Celui-ci, comme beaucoup de ses contemporains, commence à lire Darwin par la fin, par la page 484 de l'édition originale de l'origine des espèces, celle où il est dit que
tout le règne animal est descendu de 4 ou 5 types primitifs, idem pour le règne végétal, et Darwin concluant, l'analogie me conduirait même un peu plus loin, c'est-à-dire à la croyance que tous les animaux et toutes les plantes descendent d'un seul prototype. Voilà comment Darwin est lu, il est lu par la fin. Flourens en fait le dernier mot de Darwin et de son livre. Le dernier mot. Ça veut dire à la fois la conclusion, bien sûr, mais ça veut dire aussi le point crucial, le point de départ, finalement. Ce qui permet, en fait, qu'on lise Darwin par la fin, c'est en fait la recherche de la cohérence logique du système présenté par Darwin dans l'origine. Or, ici, c'est précisément là que Darwin vient trop tard. C'est Flourens qui utilise cette formule, ce que c'est que venir trop tard. On ne croit plus aujourd'hui à la génération spontanée. Heureux Lamarck. Donc pour le professeur Flourens, Darwin vient trop tard. Pourquoi? Parce qu'en 1859 a été publié par le professeur Pouchet de Rouen un traité qui s'appelle « Hétérogénie » ou « Traité de la génération spontanée ». Il y avait des mémoires soumis à l'Académie des sciences dès 1858, et que cette question de la génération spontanée a donné lieu à un débat dans lequel on a discuté de savoir si la génération spontanée était possible ou pas. La génération spontanée étant réfutée, Darwin vient trop tard, c'est-à-dire que toute théorie de l'origine de la vie est acculée à accepter la thèse d'une création au départ. Donc le prototype ici, ou les prototypes, doivent avoir été créés. Donc ici, on a une deuxième signification de 1859 pour ces auteurs français, c'est d'abord que recevoir Darwin à cette époque, c'est d'abord penser à la question de la génération spontanée, à la question de la cohérence d'un système concernant l'origine de la vie. Donc par bien des aspects, on peut dire que Flourens ne prend le livre de Darwin que comme prétexte pour traiter de la question de la génération spontanée, et son ouvrage se termine par un mémoire historique sur la génération des insectes, un mémoire sur la génération des vers parasites et un mémoire sur la génération des infusoires qui contient des expériences de M. Balbiani qui lui-même succédera à Coste que j'évoquais en commençant sur sa chaire au Collège de France en 1874. Donc on dirait le contexte français, la génération spontanée, les débats sur la génération spontanée influent sur la réception de Darwin. Comparer Darwin à Pouchet, les mettre dans le même sac. S'agit-il là d'une spécificité française? Mais en fait, pas du tout, pas seulement. On trouve par exemple dans le Blackwood's Edinburgh Magazine de février 1861 une comparaison entre Darwin et Pouchet. Darwin, bien sûr, a plus de nouveautés, d'esprit philosophique, mais les deux ouvrages sont comparables, en particulier parce que, aussi bien dans la théorie qui est appelée ici l'hypothèse du développement, c'est comme ça qu'on appelle la théorie de Darwin à l'époque, ou bien dans la théorie de la génération spontanée, eh bien, elles ont des conséquences spéculatives qui ne sont pas sans intérêt, qui suscitent des controverses, mais qui n'ont pas, disons, d'impact pratique. J'indique également ici, à titre de parenthèse, que Pouchet, en fait, ne soutient pas du tout l'évolution des espèces. Pouchet soutient la théorie des créations spéciales. C'est-à-dire, il pense que la vie surgit chaque fois que les circonstances en sont réunies, et par là, il souhaite s'opposer à l'idée d'une transmission ininterrompue de la vie depuis la création. Il y a des créations nouvelles de vie périodiquement, et surtout, Pouchet critique l'idée que l'histoire de la vie serait un progrès, avec apparition de formes toujours plus complexes. Donc venir trop tard ici, ce serait le deuxième sens, c'est se trouver privé des principes fondamentaux nécessaires pour établir un système. Darwin, en fait, du fait du débat sur la génération spontanée, se trouve acculé à défendre des positions scientifiquement intenables. Idée ancienne et dépassée, ce sera mon troisième point sur cette signification de 1859. La thèse de Darwin l'est également par comparaison avec la publication d'un auteur célèbre et estimé, Dominique Alexandre Gaudron, doyen de la faculté des sciences de Nancy. Que publie Gaudron? Il publie en 1859 2 volumes chez Jean-Baptiste Bayer, De l'espèce et des races,
dans les êtres organisés et spécialement de l'unité humaine, de l'unité de l'espèce humaine. Tout au long de ces 2 volumes, Gaudron expose les faits et en déduit la conséquence suivante, inflexible. Il résulte des faits qu'en remontant aussi haut que possible dans les temps historiques, nous ne pouvons trouver aucun indice qui nous permette donc de supposer que les caractères spécifiques soient variables. Gaudron et Darwin, de la même manière, parus en 1859 l'un et l'autre, vont être comparés notamment par le vicomte d'Archiac, le professeur de paléontologie au Muséum d'histoire naturelle et membre de l'Académie des sciences. D'Archiac dresse le portrait contrasté de ces 2 auteurs, Darwin et Gaudron. Pourquoi est-ce que Darwin a eu un plus grand retentissement que Gaudron, demande d'Archiac? C'est injuste. Darwin, en fait, ne fait que défendre ses propres idées et celles de sa clique, alors que Gaudron propose la synthèse de toutes les idées scientifiques de l'époque sur l'espèce. Et pourquoi est-ce que d'Archiac dit cela? En fait, on retrouve exactement le même son de cloche chez le professeur Flourens, qui déplore, dans le livre de Darwin, un livre fait avec un art infini, mais un livre, pourrait-on risquer, inutile et incertain. C'était la formule que Pascal attribuait à Descartes. Et ici, on pourrait dire que Darwin est inutile et incertain, d'abord parce qu'il ne nous dit pas ce que c'est que l'espèce, ce qui est un grand défaut pour un livre qui s'appelle « De l'origine des espèces », du point de vue de Flourens. Et par ailleurs, Darwin manque de faits. Alors on va retrouver la question du positivisme qui a été soulevée, mais la question des faits va être structurante. Or ici, les 2 volumes de Gaudron rassemblent tous les faits connus par les naturalistes de l'époque et vaudront toujours mieux que les hypothèses de M. Darwin. Voilà en tout cas le point de vue de Flourens. Quels sont ces faits? Il ne s'agit pas d'abord, il faut bien le noter ici, d'une simple collecte d'éléments naturalistes empiristes. Les faits dont il s'agit ici sont en réalité des expériences. Les expériences du professeur Joseph Dequesne du Muséum sur les poiriers, les expériences de Charles Naudin sur l'hybridité. Et tous ces gens-là vont être cités rétrospectivement parmi les précurseurs potentiels de Darwin. Mais ce qui est important ici, c'est que la supériorité de ces travaux sur ceux de Darwin n'est pas idéologique ou métaphysique. Pour Flourens, qui lui-même a fait des expériences sur les métis, ce qu'il appelle les métis, c'est-à-dire les hybrides de chacal et de chien, le mérite de Dequesne et Naudin, c'est de n'avoir laissé place dans leurs travaux que pour les faits. De tels travaux sont inappréciables, rien de supposé, rien d'omis. Et ici, il cite Victor Cousin, « Ne rien supposer et ne rien omettre, c'est toute la méthode ». Donc, on voit ici pourquoi la thèse de Darwin n'est pas nouvelle. C'est que, comme l'a montré Pietro Corsi, l'idée de la transmutation est abondamment discutée par les naturalistes de cette époque, et Flourens a donc à sa disposition tout un arsenal argumentatif et méthodologique pour réfuter Darwin. On aurait tort d'ailleurs de faire de Gaudron un fixiste. En fait, il envisage la possibilité qu'à certains moments, les espèces aient changé, les formes aient changé. Et ici, c'est un point qui est en particulier souligné par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, le fils d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, quand il publie, en 1859 également, une histoire naturelle générale des règnes organiques, où il expose une théorie de la variabilité de l'espèce. Donc ici, venir trop tard, c'est intervenir sur une question ancienne qu'une méthode expérimentale et des faits ont déjà tranché. Dernier élément qui révulse Flourens, et pour lequel on peut dire que Darwin vient trop tard, c'est son style, le style darwinien, et tout particulièrement son concept de natural selection. Natural selection est un terme sans équivalent en français à l'époque, ce pourquoi Clémence Royer a proposé élection naturelle. Traduction scandaleuse et qui sera beaucoup critiquée, notamment par Yvette Conry, mais en réalité, il faut comprendre l'état de la langue à l'époque. En français, on a élire, élu, élection. Mais on n'a pas s'élire, s'élu, sélection. Voilà. Donc, impossibilité de traduire selection par sélection, c'est un néologisme qui n'était pas permis. Et donc, Royer, sur les suggestions d'un psychologue suisse qui s'appelle Claparède, propose élection naturelle. Elle aurait pu dire le choix de la nature. Or, parler d'une élection naturelle, c'est un oxymore, si vous voulez. Élection implique choix, naturel implique aveugle. Un choix aveugle, qu'est-ce que c'est? Donc ici, Darwin sera berné par son analogie avec les pratiques des éleveurs. Un pouvoir électif
qui n'élirait rien, ça n'a pas de sens, c'est une métaphore, lui reproche Flourens, qui conduit à un contresens. Personnifier la nature, dit Flourens. Toujours des métaphores. La nature choisit, la nature scrute, la nature travaille et travaille sans cesse. Et travaille à quoi? À changer, à perfectionner, transformer les espèces. Dernière jargon métaphysique, dit Flourens, jargon métaphysique, galimatia, langage prétentieux et vide, personnification puérile et surannée. Ô lucidité, ô solidité de l'esprit français, que devenez-vous? Voilà les mots très forts de Flourens. Et ici, on comprend qu'en fait, ce qui se rejoue dans la réception de Darwin, c'est quelque chose d'assez comparable à la réception de Newton, finalement, par rapport aux idées cartésiennes. Les idées de Newton, l'attraction était supposée être obscure par rapport, restituer les qualités occultes par rapport à la clarté du mécanisme cartésien. Et bien de la même manière, ici, le langage darwinien est considéré comme restaurant un état antérieur et périmé de la science que le positivisme français pensait avoir dépassé par le culte des faits et de la méthode, si vous voulez. Donc, ou l'élection naturelle n'est rien, ou c'est la nature. Ici encore, s'agit-il d'un point spécifiquement français? Pas du tout. Contre Conry, je remarque un point important. Dans une lettre de Wallace à Darwin de 1866, une lettre extrêmement importante, Wallace reproche à Darwin le terme élection, natural selection, en disant il y a un auteur français, le philosophe Paul Janet, qui a évoqué les difficultés relatives à votre texte. Les Français pensent que vous personnifiez trop la nature en parlant de sélection, de selection. Est-ce que Wallace pense que les Français ont tort? Et est-ce que Darwin pense que les Français ont tort? Pas du tout. Ils acceptent la remarque. Ils disent effectivement, sélection, c'est une personnification, c'est un terme problématique. Et c'est à la suite de cette lettre que Darwin, endossant les critiques de Wallace, mais aussi du coup les critiques des francophones, va ajouter, atroce destinée de l'histoire des idées, l'expression « survival of the fittest », adjoindre à natural selection, survival of the fittest, l'expression qu'il emprunte à Herbert Spencer. Donc, on voit ici que les réticences exprimées par les auteurs francophones sont suivies par Wallace et par Darwin. J'indique également, parce que c'est très important, que les éleveurs français, il y a une longue tradition d'élevage en France, donc pourquoi il n'y avait pas ce concept de sélection, en fait? Pourquoi on n'avait pas cette idée? Pourquoi elle n'avait pas un terme ou un concept correspondant? C'est qu'en fait, la sélection est une méthode qui procède par l'accumulation de petites différences. D'accord ? Alors que la méthode qui était proposée par les éleveurs français, pensez par exemple aux travaux des Villemorins, consiste au contraire à affoler l'organisation. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'idée que l'hérédité était une balance en fait entre deux forces contradictoires, des forces de variabilité et des forces de continuité ou d'hérédité si vous voulez. Et c'est en rompant l'équilibre entre ces forces que l'organisation s'affole et qu'on produit ainsi des variations qui pourront être utiles à l'agriculture ou à l'élevage. Voilà. Donc deux cultures, on pourrait dire agricoles, différentes, qui produisent des manières de penser la différence, l'activité des éleveurs différentes. Donc pour conclure, j'ai essayé de montrer que 1859 signifie en France du Petit Thouars, Pouchet, Gaudron, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, tout autant que l'origine des espèces, et sans doute plus que Darwin. Ensuite, on a vu que le terme d'origine était critiqué par Flourens, le terme d'espèce était critiqué par Flourens, le terme de sélection naturelle était critiqué par Flourens, autant dire, tous les termes présents dans le titre de l'ouvrage de Darwin étaient au cœur de débats conceptuels et épistémologiques cruciaux. On comprend également, et ici je poursuis l'exposé de Pietro Corsi, les positions sont plus complexes que l'opposition évolution ou création, fixisme ou transformisme. L'opposition, enfin, est épistémologique et philosophique. Elle porte sur la question des faits versus la question des hypothèses, sur la question de la méthode expérimentale. Et sur cette question des faits, je terminerai en citant 3 points qui impliquent les professeurs du Collège de France. Le premier point, c'est que un point important de la dispute darwinienne, on le sait, porte sur les origines simiesques de l'humain. Et ici encore, Darwin vient trop tard, parce que du temps de Buffon, on pouvait croire encore que les grands singes et les humains n'étaient pas discernables du point de vue de leur anatomie interne. Mais après les travaux d'anatomie, notamment menés par Duvernoy au Collège de France,
Eh bien, on sait qu'il y a des différences anatomiques entre les humains et les grands singes, et donc une théorie qui renverrait les humains aux singes ne pourrait plus être fondée. Voilà, ça c'est le premier élément sur les usages de l'anatomie comparée, finalement, dans ces questions darwiniennes. C'est 4 phages qui le fera dans ces précurseurs français de Darwin, 1870, réédité en 1892. Le second exemple que je voudrais citer, c'est l'exemple de Claude Bernard. Claude Bernard, qui, dans l'introduction de l'étude à la médecine expérimentale, cite Darwin une fois pour lui faire dire quoi? Voilà ce qu'écrit Claude Bernard. Il faut admirer sans doute ces vastes horizons entrevus par le génie des Goethe, des Hawken, Carus, Geoffroy Saint-Hilaire, Darwin, dans lesquels une conception générale nous montre tous les êtres vivants comme étant l'expression de types qui se transforment sans cesse dans l'évolution des organismes et des espèces. Voilà. Donc il faut relire la séquence là. Goethe, Hawken, Carus, Geoffroy Saint-Hilaire, Darwin. Darwin n'est pas perçu comme étant un novateur, il est perçu comme étant l'héritier d'une tradition transformiste, on pourrait dire, qui est celle de la naturphilosophie allemande. Bien loin de voir le caractère innovateur de Darwin, au contraire, on le voit renvoyer à la tradition et on pourrait dire au sens de la naturphilosophie. Enfin, la dernière référence, je la fais à Élie de Beaumont, le professeur qui occupait justement la chaire d'histoire naturelle des corps inorganiques, la chaire de géologie si vous voulez. Et elle concerne les propos de Beaumont lors de l'élection de Darwin à l'Académie des sciences, comme correspondant de l'Académie des sciences, après la publication de son ouvrage sur les orchidées en 1862. En fait, on voit que dans ces débats, l'origine des espèces est rapprochée du Téliamède de Benoît de Maillet, un ouvrage de 1744 qui évoquait justement des espèces qui sortiraient de la mer, voyez. Et à propos de ces idées, en fait, Élie de Beaumont contraste en fait 2 aspects dans le travail de Darwin. D'un côté, on pourrait dire les travaux empiriques, et de l'autre côté, ce que Élie de Beaumont appelle la science mousseuse. La science mousseuse, c'est-à-dire les contes de fées à la Benoît de Maillet, dont la théorie de l'origine des espèces paraît constituer une simple résurgence aux yeux des cercles académiques français. Merci.